concerne donc le manifeste dadaïste dit par Welsenbeck et Raoul Haussmann au mois d'avril 1918. C'est le texte recto verso de ce manifeste, qui est un manifeste, j'allais dire, typique des avant-gardes et en même temps qui marque bien, si vous voulez, la définition, ce sur quoi s'appuie le Dada à Berlin, le dadaïsme berlinois 1918, c'est-à-dire une position avant tout anti, contre l'expressionnisme, anti-expressionnisme. Donc le dadaïsme berlinois par rapport au dadaïsme de Zurich, eh bien, affirme 2 ans plus tard, 2 ans après le dada à Zurich, le dada européen, 2 ans après, affirme haut et fort, si vous voulez, son engagement anti-expressionniste. Il se définit par une opposition. C'est ça, là-dessus, je voulais insister là-dessus. Cette définition, presque au départ, par une sorte d'attaque et de négative contre l'expressionnisme, qui est, je le rappelle, donc, la tendance générale en Allemagne, donc dans les avant-gardes des années 10. Tous les artistes déjà qui commencent à être connus sont expressionnistes. Et là-dessus, Dada Berlin, Welsenbeck en premier, si vous voulez, attaquer très vivement cette position. Bon, ça y est, s'il vous plaît. C'est pas tellement mal. Faites tomber encore quelque chose, c'est total. Allez, non, c'est bon? Alors. Bien, alors, donc, cette position anti-expressionniste est vraiment un fait très marquant du dadaïsme berlinois. C'est la culture de l'antagonisme, et ce n'est pas un antagonisme uniquement pulsionnel, sans sens. On a vu que c'était un antagonisme qui reposait au fond sur un substrat philosophique, presque, on pourrait dire, esthétique, avec Salomon Friedlander, mais aussi avec Otto Gross, le psychanalyste, le psychiatre, qui a été, si vous voulez, aussi à la fondation, avec Franz Jung, à la fondation du Freistrasse et du Dada Berlin. Alors, dans ce, vous lirez, on ne va pas le lire maintenant, dans ce manifeste dadaïste, il est fait question, il est fait référence à un nouveau matériau, le nouveau matériau dont parle Raoul Haussmann, qui nous intéresse, nous, en tant que plasticiens, si vous voulez, qu'est-ce qui change dans ce dadaïsme berlinois? Eh bien, ce nouveau matériau qui laisse la part ouverte à toute forme de matériau au-delà de la peinture. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que cette peinture est mise, la notion d'art et la peinture est remise en question ici, très vivement, dans son concept même. Et si vous voulez, c'est le début de l'histoire, dans l'histoire de l'art moderne. C'est un coup de canif, en quelque sorte, à la notion d'art traditionnelle. La notion d'art, comme si vous voulez, une recherche sur la forme, une recherche esthétique. Là, le dadaïsme berlinois, Welsenbeck, Raoul Haussmann, eh bien, mettent en critique la notion d'art comme une fin en soi. C'est plutôt la notion d'art ici comme un moyen. L'art devient un moyen chez les artistes de Dada Berlin, même s'ils sont productifs, bien sûr, mais c'est avant tout un moyen, c'est aussi un moyen, peut-être surtout un moyen de... Allez, vous y êtes? C'est surtout un moyen d'atteindre, au fond, un objectif qui est un objectif anthropologique, parce qu'on pourrait dire, si on ne voulait pas être trop prétentieux, mais un objectif sur les humains, de changer l'homme. Je reviens à ma problématique générale de cette deuxième partie du cours, c'est-à-dire
l'utopie d'un homme nouveau, et c'est l'art qui va permettre d'accéder, de créer, de construire un homme nouveau. Voilà. Et plus que d'être un art en soi, esthétique, etc. Enfin, c'est le discours de ces dadaïstes. Alors, comment, par exemple, Raoul Haussmann, comment se propose-t-il par l'art ou dans l'art de changer l'homme? Quelle est sa dimension? Quelle est cette dimension justement humaine dans son discours ou anthropologique, c'est-à-dire calqué sur un discours qui viserait, si vous voulez, à réfléchir sur le profil de l'homme? Qu'est-ce que c'est que de faire un homme nouveau par l'art ou à travers l'art? Eh bien, Haussmann s'intéresse plus particulièrement aux perceptions. Hein. L'homme peut être nouveau, comme il dit dans un de ses textes, s'il a le courage d'être nouveau, s'il a le courage de se transformer, d'être hyper perceptif, d'avoir une perception autre, nouvelle, et voilà. Alors, on va essayer d'en parler un petit peu, on va voir quelques montages, etc. Mais cette nouvelle perception, bien sûr, c'est lié à la synesthésie des sens. Hein. C'est un problème récurrent dans les avant-gardes. Les sens qui sont la vue, enfin, le toucher, la vue, le son, etc. Eh bien, ce sont des sens que l'on va faire passer, hein, qui vont être mis en contact, si on peut dire, pour faire une sorte de synesthésie de sens global, hein, où tous les sens seraient non pas mélangés, mais en communication, en contact. Et le discours d'Haussmann, et de Dada Berlin, dans cette lignée-là, hein, après Kandinsky, mais dans cette lignée radicale, eh bien, c'est de faire que l'homme puisse, si vous voulez, ressentir, percevoir les choses, justement, d'une façon totalement nouvelle, en connectant directement le visible, le son, le toucher. Le toucher va être très important. Et sa théorie, il la tient, on en parlera un petit peu après, mais j'en parle un petit peu là pour l'instant, avant tout, enfin, sa théorie, il la tient d'un scientifique qui s'appelle Ernst Marcus, R-A-R-C-U-S, et qui avance la théorie suivante: l'homme est en contact avec les choses à distance, hein, il peut être en contact à distance avec un sens haptique, hein, c'est-à-dire grâce à un sens haptique, c'est-à-dire le haptique c'est toucher mais à distance, si on peut dire. Hein, le haptique c'est proche du tactile, mais c'est pas tout à fait du tactile. Hein, le tactile c'est toucher avec les doigts, avec la main, avec la peau. Le haptique c'est toucher avec les yeux, si on peut dire, ou toucher à distance les choses, grâce, théorie assez fantasmatique, hein, mais grâce à des émanations qui viennent du corps et qui vont toucher les objets et qui reviennent de l'objet au corps. Donc, comme si le corps, au fond, sortait de ses limites pour aller pouvoir toucher, au fond, des objets à distance. Même des étoiles, dit-il dans un de ses... On peut communiquer haptiquement si on sait le faire. Et l'homme doit, selon Haussmann, s'entraîner à retrouver, parce que pour lui, cette capacité bien existait au début de l'histoire de l'homme. Chez l'homme préhistorique, il y avait un point dans le cerveau, précisément, où tous les sens étaient reliés. Et bien, l'homme doit retrouver ce point. Ça ressemble un peu au point d'indifférence de Solomon Friedlander, ce point particulier où le toucher est le premier des sens et le toucher communique avec le visuel et le son, etc. Voilà. Le haptique, hein, ça devient haptique, c'est-à-dire quelque chose que l'on ressent presque par le toucher, tactilement, mais bien sûr, ce n'est pas directement un toucher avec la main ou le bras, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, autrement dit, ça veut dire que cet homme peut être en contact, cet homme nouveau, hein,
fantasmé, imaginé par des comptes qui s'appuient sur ces thèses scientifiques, cet homme nouveau peut être virtuellement en contact avec tous les points du globe à distance. Et je vous laisse juste, enfin, en tout cas moi j'y pense, c'est quelque chose qui préfigure déjà l'Internet du XXe siècle, hein, c'est-à-dire c'est déjà une préfiguration intuitive, on pourrait dire, d'un homme en contact à distance avec les choses. Enfin, ça fait penser déjà. Et par bien des côtés, Raoul Haussmann est intéressé avec cette technologie, cette nouvelle technologie de l'époque, par des liens en expansion, un homme en expansion dans l'espace qui peut communiquer avec, presque directement avec les points les plus éloignés. Hein, à un moment donné, dans sa vie, il déposera un brevet d'un petit appareil qui s'appelle Octophone, qui convertit les sons en couleurs, et vice-versa, les couleurs en sons, un octophone. Et cet octophone, d'une certaine façon, c'est déjà une sorte de préfiguration de l'ordinateur, si vous voulez. Voilà, donc si vous voulez, c'est assez... il faut le voir aussi comme ça, presque en prospective, comme une sorte de préfiguration du XXIe siècle, ou du XXe siècle en tout cas, finissant avec la toile et le numérique. Hein, Haussmann déjà fantasme, pas que lui, hein, tous ces avant-gardes fantasment via la science, via la nouvelle technologie. Hein, n'oubliez pas à l'époque qu'il y a les ondes hertziennes, etc., qui sont mises en pratique, hein, les nouveaux postes de PSF, radio, etc. Ça commence à venir, c'était assez magique hein, déjà. Et puis il y a aussi la théorie de la relativité d'Einstein, en 1916, la seconde théorie de la relativité, qui est très étrange, hein, d'une certaine façon. Elle sort de la représentation, ça y est, on sort définitivement de la perspective et de la représentation qui vient de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et là, on rentre dans une autre société très à la fois scientifique et aussi magique, hein, d'une certaine façon, pour ces imaginaires des années 1920. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon, là, voilà, re-introduction sur le Dada Berlin. On va voir les images. Je vais revenir sur les photomontages qu'on avait commencé à voir de Raoul Haussmann. Et puis on verra aussi la fin de ce dadaïsme berlinois dans ce qui s'appelle la première foire internationale dadaïste, qui sera la première et la dernière, hein, qui aura lieu à Berlin en 1920, en juin 1920, et qui marquera d'une certaine façon en Allemagne, en tout cas, la fin du dadaïsme, et on verra qu'on passe ensuite au constructivisme, c'est-à-dire les années 20, un groupe d'artistes européens, au fond, qui échangent à peu près, j'allais dire presque un style commun, en tout cas, des styles qui ont des points communs liés à l'abstraction, liés à plein de choses, dont on est assez rapide de voir. Mais aussi bien les dadaïstes que les autres, même les anciens expressionnistes, vont devenir d'une certaine façon constructivistes, et on parlera d'un constructivisme international dans les années 20. Excusez-moi. Oui. Vous avez dit que c'était un scientifique, Ernst Marcus. Mais un scientifique dans quel domaine? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est un scientifique un peu autodidacte. Alors, scientifique, vous savez, les scientifiques du 19e siècle, il est encore dans la tradition du 19e siècle, donc c'était des philosophes, donc philosophie, hein, un peu comme je dirais l'Antiquité d'Aristote, hein, c'est des philosophes et en même temps des scientifiques de la physique, hein, de la physique, mais cette théorie des émanations, bon, juste deux mots, hein, puisque vous posez la question, ce sont des théories, alors Ernst Marcus était en plus un ami de Friedlander, on est dans un petit groupe de personnes, si vous voulez, qui ont inspiré les dadaïstes, et notamment Haussmann. Ernst Marcus donc, parle d'émanation haptique, et ce sont des sortes de, si vous voulez imaginer, comme si c'était un prolongement du corps, mais en termes de, comme une sorte de chose invisible, mais d'éther un peu. Hein, on est encore dans une sorte de conception éthérique, hein, des flux comme ça, si vous voulez,
des émanations qui viennent du corps et qui communiquent avec les objets, hein, dans une sorte de va-et-vient qui fait penser à la vision, hein, qui fait penser, mais en fait qui se traduit haptiquement par quelque chose qui porte sur le toucher aussi, la sensation du toucher. Donc ce qu'ils appellent haptique. Hein. Et il appelle ces émanations des sensations excentriques, c'est-à-dire qui sortent du corps, qui vont à l'objet et qui retournent de l'objet au corps. Donc ça sort l'idée, enfin l'idée qu'on peut retenir, moi j'en retiens particulièrement, c'est, et ça a une implication, si vous voulez, sur le corps, tout simplement, hein, c'est qu'à partir de 1920 à 1921, eh bien, Moholy-Nagy, le Hongrois qui va s'intéresser aussi à la photo, Theo van Lesburg, on va le voir, etc., sont des gens qui sont tous dans un même imaginaire qui est celui de la transgression des limites du corps. Dans cette théorie-là, eh bien, implicitement, il est dit qu'au fond, on peut communiquer en dehors des limites de son corps. Le corps peut sortir de ses limites. Autrement dit, il est virtuellement infini. Le corps se dissout en quelque sorte dans l'espace. On était dans une première période avec le dadaïsme pur et dur, dans le contact, dans la contradiction, rappelez-vous, une sorte d'antagonisme, de contact et de lutte. C'est comme si au fond, cette lutte et cette dissolution qui était voulue, demandée, eh bien, va être extériorisée, excentricisée, si on peut dire, et dans l'espace. Et il me semble qu'en 1920, donc, les avant-gardes rentrent dans un imaginaire qui est toujours au fond un peu le nôtre, commence vraiment à rentrer dans une autre société avec la science, avec la conception du corps aussi, tout ça va de pair, et l'importance des technologies, et puis la remise en question de l'art aussi, ce qui n'empêche pas que l'art s'arrête, hein, l'art continue, mais avec d'autres moyens, et Haussmann va... même s'il reste apparemment au niveau du tableau, toujours on va le voir, mais il va fantasmer un art avec de l'électricité, des sons, des lumières, et même s'il ne le fait pas, il s'y intéresse énormément. Il y en a d'autres qui le font, mais comme si l'art sortait de ses limites aussi. L'œuvre d'art sortait elle-même de ses limites. Donc il y a un mouvement de sortie des limites à partir de 1920, de tout, à la fois de l'auteur, de l'homme, de l'humain tel qu'il se ressent dans l'espace, et puis de l'œuvre d'art aussi qui sort de ses limites, du socle et du cadre, et qui va donc déjà être dans un devenir installation, si on peut dire. Si vous avez des questions, pensez, pendant que je cherche.
Est-ce qu'il vous reste des feuilles que j'ai distribuées tout à l'heure? J'aimerais bien le voir. Moi, je pense que c'est accessible. Alors. Alors, on avait peut-être, je crois qu'on avait celui-là, on va repartir sur celui-là parce que voilà. Voilà. Bon. Alors donc je repars sur les photomontages de Haussmann. Donc malgré toute si vous voulez, cette attirance vers la technologie, Raoul Haussmann a quand même fait des tableaux, j'allais dire, des tableaux classiques, des collages, des photomontages, hein,
classique, disons, entre guillemets, puisque, enfin, ce sont des images en tout cas, ce ne sont pas des installations qui sortent de leurs limites, et beaucoup d'images, comme celle-ci, en 1919, les critiques d'art, image que vous devez connaître, qui représente ce qui doit être symbolisé, les critiques d'art, précisément ce personnage que vous voyez avec une tête importée, une photo possiblement de Richard Wolstenbeck, pas sûr, mais ça ressemble, ce visage ressemble à Richard Wolstenbeck, sur un petit corps. Et sur le fond, eh bien, il y a des poèmes de Raoul Haussmann. Vous savez, ces poèmes, dont on a parlé, ces poèmes octophonétiques, poèmes affiches. Hein, une femme qui paraît un petit peu, une femme qui paraît ici un petit peu en arrière, hein, avec des éléments tels que des chaussures, vous voyez, qui sont collées, qui sont assemblées. L'étiquette, la carte de Raoul Haussmann, et puis dessous, eh bien, une silhouette évidée de Raoul Haussmann, hein, qui est pris aussi à partir d'une photo, et qui est rempli par un texte pris sur un journal. Et un texte d'ailleurs où il est fait question, où il est fait référence à Merz. Merz, c'est dès 1919. Raoul Haussmann connaît Kurt Schwitters, le fondateur de son mouvement qui s'appelle Merz. C'est aussi une démarche de collage. Alors, ces montages, vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune partie peinte. Hein, ce sont des éléments qui sont découpés, collés, qui sont déjà faits d'une certaine façon et assemblés entre eux. Et on peut parler de montage, comme on peut parler de montage pour une machine dans une usine. Hein, les pièces existent et on les assemble pour en faire une pièce finale, un objet final. Et là, c'est un petit peu pareil. Tous les éléments sont déjà faits d'une certaine façon à l'avance. Ils sont prélevés par découpage, et ils sont assemblés sur la surface. Alors, comment analyser une telle image, si ce n'est de faire ressortir ce qu'on avait essayé de faire ressortir, ce que Raoul Haussmann lui-même met en avant, c'est-à-dire l'antagonisme. Hein, rappelez-vous, je vous avais distribué une feuille avec quelques citations d'artistes, et notamment Raoul Haussmann donnant une définition du photomontage. L'idée du photomontage, je ne sais pas, bon, si vous avez cette feuille, etc., ça a commencé comme ça, était aussi révolutionnaire que plus. Et il insiste dans... Je voudrais que les gens qui parlent s'arrêtent de parler. Merci. Et dans cette phrase, eh bien, le photomontage était argumenté comme justement un lieu d'antagonisme. Hein. Les contrastes qui étaient développés entre ces éléments hétérogènes, il faut bien insister sur le côté hétérogène de ces éléments, c'est-à-dire il y a des photos, des visages, il y a des lettres, les proportions sont différentes bien sûr, il n'y a pas de proportion en vertu d'une perspective, et par exemple, vous voyez sur le front du critique d'art, eh bien, il y a une chaussure qui est à peu près au niveau de son cerveau, de sa tête, du sommet de sa tête. Ensuite, ses yeux sont recouverts comme on fait pour les... ses yeux sont recouverts de papier comme dans une sorte de dessin d'enfant, mais en même temps, le regard
Bon, je vais le redire combien de fois? Combien de fois je vais le redire? Si vous voulez parler, vous sortez. Vous croyez que je développe, je parle, je sors ma bouillie comme ça, mécaniquement, je suis obligé de réfléchir. Si j'entends des gens qui parlent, ça me gêne. Alors si vous voulez parler, vous sortez. Si ça ne vous intéresse pas, vous sortez. D'accord? Bon, très bien. Alors, ce que je voulais dire, donc, avant qu'on me gêne sans arrêt, c'est vraiment très pénible, c'est ce jeu, justement, d'empreintes, ce jeu d'éléments hétérogènes qu'on assemble entre eux. Hein, et qui créent des antagonismes ou des contrastes que cherchait justement Raoul Haussmann. Hein. Raoul Haussmann cherchait absolument ces contrastes pour qu'au niveau de la perception, précisément, le spectateur ait aussi des sortes de chocs, hein, des chocs perceptifs et des chocs au niveau du sens. Alors, le sens de ces images est ouvert. Hein, c'est précisément, il est ouvert, et le spectateur, d'une certaine façon, participe en quelque sorte à la fois, bien sûr, la visibilité, mais aussi la lisibilité et le sens. Et Raoul Haussmann dit souvent qu'il fait un petit peu, qu'il assemble ces éléments un petit peu comme ils viennent, mais si vous regardez bien, eh bien, au fond, ces éléments sont assemblés de façon très précise, enfin très précise en tout cas au niveau de leur découpe. Hein, si vous regardez à chaque fois comment par exemple ce coin, hein, qui ressemble à un billet de banque, hein, et qui doit peut-être, on peut le dire comme ça, symboliser l'argent du critique, l'argent de l'art, etc., du marché de l'art, comment ce billet vient s'adapter ici entre l'épaule et le cou et l'oreille. Hein, vous voyez, tout est ajusté d'une certaine façon. Ça n'est pas fait non plus dans une sorte de précipitation automatique, hein, malgré ce que peut dire Haussmann par moment. Ce sur quoi j'avais insisté la dernière fois, c'est le côté, en même temps, autoportrait, qui peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'on dit sur l'individu, la mise à distance, mais l'autoportrait et les portraits des dadaïstes qui sont dans ces images. Ici, en tout cas, Raoul Haussmann se représente plusieurs fois. En tout cas, ici, il se représente en silhouette. Hein, c'est une silhouette qui est reprise, si vous voulez, à partir de photos existantes qu'on connaît, où il est avec Wolfenbeck. Et là, il se représente de façon évidée, hein, de façon vide. Donc il y a juste la forme et à l'intérieur, donc, un article pris dans un journal où il fait référence à Merz. Donc là aussi, c'est pas anodin. Le sens, le clin d'œil est fait aux autres artistes, hein, et au dadaïsme lui-même et aux liens qu'il peut entretenir avec des artistes comme Schwitters et le mouvement Merz. La référence aussi au dadaïsme avec les tampons qui sont posés, vous voyez, par empreinte, et puis la référence aussi à la mode et les dadaïstes étaient, Raoul Haussmann en tout cas, était tout à fait intéressé par la mode et la publicité, hein, de cette époque moderne. Excusez-moi, j'ai pas compris les tampons là, des dadaïstes. Là. Oui, alors c'est un tampon qui fait référence. Où il y a la croix rouge et la croix rouge. Oui, il y a une croix et puis il y a un tampon qu'on voit ici. Je crois que c'est Georges Gross, c'est l'autre. Voilà. Excusez-moi, voilà, ici. Vous avez vous voyez, vous avez un tampon là avec des lettres. Alors, je crois que c'est Georges Gross. Référence à Georges Gross, c'est-à-dire les autres. Souvent, on retrouve ces références aux autres membres du dadaïsme. Un autre photomontage qu'on avait vu, Dada Sight, hein, qui signifie Dada
Vive Dada ou Dada Combat, enfin bon, qui est là aussi une sorte de photomontage fait en 1919, hein, qui glorifie en quelque sorte, qui est une sorte d'allégorie victorieuse, hein, un petit peu du dadaïsme, et un autoportrait de Dada, avec là aussi, mais un personnage, hein, ce qu'on retrouve souvent, qui est, vous voyez, écorché en quelque sorte, on voit le cerveau, hein, le profil. La personne derrière que l'on voit, c'est Raoul Haussmann. Vous remarquerez son attrait pour la mode, hein, il est élégant. C'est tout à fait on est dans l'esthétique du dandy. Hein. On est dans une approche très dandy. Vous savez, les dandys, c'était un comportement, une sorte de mode anglaise du 19e siècle, même 18e, mais repris par ces révolutionnaires, curieusement, paradoxalement, très bien habillés et en même temps très provocateurs. Et derrière Raoul Haussmann, eh bien, on a des mannequins, vous voyez, des personnages qui sont des personnages factices, si on peut dire, une facticité de l'image d'image sont du mannequin. Devant une grande image posée comme un tableau, vous voyez, sur une grande image de Prague, de la place Wenceslas de Prague. Qui fait référence à une tournée dadaïste où Raoul Haussmann était avec Bader et avait fait une tournée récente. C'est aussi le pays de naissance de Raoul Haussmann, hein, la Tchécoslovaquie. Il avait la nationalité tchécoslovaque, pas toujours en Allemagne. Dada au-dessus en grand, vous voyez, comme une sorte sur le frontispice de la, vous voyez, au-dessus de au sommet de cette image. Dada Sicht, c'est aussi un livre de Richard Welsenbeck au même moment. Donc, autoréférentialité permanente des productions dadaïstes dans l'image, dans ces photomontages. Un corps écorché comme ce que l'on voit ici aussi dans d'autres images. L'image de l'homme, si on peut dire, mais en transparence, une transparence assez, j'allais dire, assez méchante et assez agressive, qui est une transparence médicale, comme si le corps était ouvert pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours chez Haussmann, cette pulsion en quelque sorte d'aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, c'est vraiment le mot, puisque la métaphore est toujours proche dans ces représentations humaines, eh bien c'est la machine, c'est-à-dire l'homme-machine, l'homme et la machine, non pas pour faire une critique de la machine, mais au contraire pour définir ou approcher l'homme comme une machine, c'est-à-dire comment fonctionne-t-il et comment pourrait-il fonctionner. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'objectif de Raoul Haussmann dans son approche esthétique et politique, c'est de faire un homme nouveau à travers la perception. Un nouvel homme qui perçoit différemment, et pour ça, eh bien, il faut aller changer l'intérieur des structures du cerveau, et vous retrouvez ici quelqu'un qui, là aussi, pourrait ressembler à Richard Welsenbeck. En fait, c'est une figure prise dans un catalogue, et vous voyez le cerveau ici, un cerveau a été découpé, un cerveau pris dans une imagerie médicale a été découpé et ajusté sur cette tête. Hein, là aussi, vous voyez, le lieu du cerveau, c'est un lieu particulièrement qui intéresse Haussmann, puisque dans ce cerveau, il y a un point secret, un point central, où tous les sens
communiquent, hein, selon les recherches de Hans Marcus, l'émanation excentrique, les émanations haptiques viennent de là. Donc il suffit à l'homme sûrement, selon Haussmann, de retrouver ce centre et de le rééduquer en quelque sorte. Et ce centre donc a comme particularité de faire communiquer, de faire passer les différents sens ensemble, hein, dans une espèce de transversalité, hein, c'est le terme de la mode, ça, aussi aujourd'hui. Alors, et puis des machines qui seraient des sortes de, vous voyez, qui sont accrochées, une sorte de hachoir, hein, à la viande, et puis ces machines-là qui sont plus intellectuelles, je dirais, ou plus au cas de la société de consommation, machine à calculer, machine à écrire. Et puis on retrouve les bottes, les bottines de femmes et un ballon de foot, référence à un journal qui s'appelait À chacun son football, qui était écrit par John Heartfield, un autre dadaïste du Dada Berlin. Voilà. Alors tout ceci, il fait plusieurs dessins comme ça en 1919, plusieurs collages, plusieurs photomontages dans des espaces à la Chirico. Vous avez parlé de Chirico, hein. Chirico, C-H-R-I-C-O, C-H-I-R-I-C-O, qui était le représentant de la peinture métaphysique en Italie, mais qui fait quelques années auparavant des espaces comme ceci, un peu en perspective, dans une perspective improbable. Alors celui-là, je voulais vous montrer aussi, c'est un photomontage qui s'appelle Dada Sino. Et on retrouve là aussi quelque chose de plus mouvementé, de presque plus futuriste, mais c'est une sorte de conglomérat, mais d'images là aussi qui sont montées entre elles, ensemble, hein, d'images découpées qui viennent à la fois, vous voyez, on retrouve, nous sommes à peu près à la même époque, hein, nous sommes en 1919-1920, et des fragments, vous voyez, de journaux et de titres, dadaïstes, on le revoit, hein, Dada le combat, c'est le Vive Dada, enfin, c'est le titre du livre de Wolfenbeck en 1920, une référence à la théosophie en dessous, et puis ici des numéros aussi de Dada, avec des images. Ici, ce qu'on retrouve aussi, c'est une image d'un fœtus, qui se trouve en bas, vous voyez, comme si au fond il y avait une sorte de corps dans cet ensemble d'assemblage. Un homme aussi qui est un mannequin ici, hein, qui domine sur la droite. En transparence derrière, eh bien, il y a la revue Cannibal, qui est la revue du dadaïsme parisien de Francis Picabia. Et puis il y a cette danseuse là, cette personne qui écarte les jambes comme ceci, en faisant des mouvements. Et puis vous voyez des petits personnages, eh bien, qui sont là aussi des photos d'identité en quelque sorte des différents membres du Dada Berlin. Hein, ici on reconnaît voilà, John Heartfield et George Gross qui ont des pipes tous les deux, et puis d'autres personnages, hein, du Dada Berlin. Voilà, donc on est dans cette espèce de... Et puis bien sûr aussi, voilà, encore des éléments de la mode, et qui ne sont pas n'importe lesquels, qui sont des bottines de femmes, hein, c'est quelque chose comme voilà, une sorte de récurrence sur
vêtements féminins et notamment la chaussure féminine, hein, comme quelque chose qui revient chez Raoul Haussmann. Donc là, voilà, derrière Vera America, ça va être un clin d'œil à Vera Iconica, c'est-à-dire l'image chrétienne, vous savez, Véronique, Vera Iconica, la vraie image, hein, c'est une image, une histoire, une légende chrétienne, hein, qui est l'empreinte de l'image du Christ. Là, c'est Vera America, c'est un clin d'œil métaphorique à la société de la publicité américaine, à cette nouvelle société qui fascine les dadaïstes. Ils ne sont pas anti-américains, ça ne se fait pas encore. Ils sont totalement, Dada Berlin, Wolfsenbeck, Raoul Haussmann, ils sont totalement fascinés par cette nouvelle vie américaine, enfin en tout cas cette nouvelle vie urbaine et technologique de l'époque. Alors, il faut quand même faire une petite différence, c'est que dans ce groupe, le Dada Berlin, il y en a deux autres, qui s'appellent George Gross et John Heartfield. Alors, Heartfield, c'est H-E-A-R-T-F-I-E-L-D, John Heartfield, qui a fait américaniser son nom, hein, il s'appelait Hersfeld, et il le fait américaniser, vous voyez, en Hersfeld. Bon, vous voyez, c'est quelque part, c'est une sorte de symptôme aussi de cet attachement peut-être ironique aussi à l'Amérique. Hein. Et l'autre, Gross, George Gross, qu'on connaît, G-R-O, c'est pas Otto Gross, hein, c'est George Gross, ça s'écrit pas tout à fait pareil, c'est G-R-O-S-Z. Alors lui qu'on connaît par des caricatures très acerbes, George Gross. Et Hersfeld et Gross sont plus politisés en quelque sorte. Hein. Ils ont une action politique. Ils ont, on verra un petit peu plus tard, ils ont un œil aussi vers la Russie. Ils sont relativement attirés par la révolution communiste, plus sûrement que Haussmann et Wolfsenbeck. Ils sont plus pour une espèce de radicalité individuelle, de révolution individuelle, changer l'homme. Les autres sont plutôt assez proches de la révolution russe et de Tatlin. On verra tout à l'heure quelques exemples. Voilà. Ça, on l'avait vu aussi, je crois, je vous l'avais présenté, mais je voudrais revenir un peu plus. Tatlin at home, autre photomontage de Raoul Haussmann. Tatlin, hein, référence à Tatlin, le sculpteur russe, at home. Peut-être un jeu de mots avec le français, atome, je ne sais pas. En tout cas, voilà, Tatlin à la maison, Tatlin at home, et là aussi, il est fait référence à l'homme et à la machine. Et cette idée de la machine traverse tous ces photomontages de cette époque. Hein, nous sommes en 1920. C'est une image qui est constituée dans un espace à la Chirico encore. Vous voyez cet espace où on voit le parquet se relever. C'est en perspective, mais c'est une perspective un peu accélérée ou un peu discordue. Et puis là-dedans, Haussmann va loger des objets qui, bien souvent, ont comme point commun, si vous voulez, là aussi d'être transparents. On est dans une sorte, on est dans un mannequin, dans un écorché, hein, vous voyez, pour les étudiants en médecine, sur une sorte de guéridon, un corps artificiel, mais un corps transparent qui montre donc les fonctions anatomiques. La tête au premier plan, qui serait censée être Tatlin, vous voyez, est là encore occupée au niveau du cerveau par une machine. Enfin là encore, souvent on retrouve ce cerveau qui est non pas métaphorisé, hein, mais occupé d'une certaine façon par
l'assemblage d'une autre image qui paraît hétérogène, bien sûr, une machine et un visage, mais qui est une partie de tracteur et de voiture, avec un volant. Américaine. Et puis, dans la partie basse, il y a aussi une autre manivelle, enfin peut-être une autre machine, et il y a un assemblage là mécanique qui vient occuper la partie du cerveau en quelque sorte. Vous voyez, c'est très bien, là encore, hein, c'est ajusté à la fois de façon à déborder sur la partie du visage, bien montrer qu'au fond, ces éléments ne se fondent pas par une sorte de fondu justement enchaîné, hein, de fondu de l'image, mais sont appliqués de façon très contrastée et très antagoniste. Hein, c'est-à-dire la machine vient à la fois s'ajuster sur le visage, mais en même temps déborde au niveau de certaines parties, vous voyez, déborde, ou en tout cas la structure n'est pas montrée comme une différence, comme une coupe, comme un contraste tout à fait. Pardon? Pas compris. C'est une question, non? Voilà. Alors, vous voyez qu'au niveau de la plasticité, Haussmann a construit son image d'une manière très pensée, enfin en tout cas intuitivement, même s'il prend les éléments comme ça, il faut imaginer qu'il travaille avec des journaux à côté, il fait des découpages, etc. Et bien, au fur et à mesure, un peu comme le Frashütters, il construit son image de main de maître, si on peut dire. Hein, vous voyez que cette machine et ce centre-là, hein, vous voyez que tout vient un petit peu se centrer et pivoter autour de ce point, avec ce volant en même temps qui est à la fois le point, correspond au point de pivotement de la composition, mais qui est aussi un point pivotant, enfin un objet pivotant. C'est toujours une métaphore entre le lieu de l'image et l'objet qui est représenté. La photo, au fond, c'est une photo d'un sous-marin. Enfin, un sous-marin, c'est la partie de l'hélice là qui tourne. Là encore, une sorte de machine, quelque chose qui donne l'idée de la rotation. La matière est celle d'une photo, donc on est dans là aussi un élément hétérogène, hétéroclite, hein, qui vient contraster très fortement avec ici quelque chose qui pourrait ressembler quand même à de la peinture. Là aussi, le parquet. Et puis là, une cartographie, une image cartographiée, prise d'une carte, là, elle est collée. Et là, une photo, enfin une photo, en tout cas une photo d'un dessin pris dans une revue, d'un personnage qui correspond à peu près à la perspective de cet espace biscornu, qui est en arrière, plus petit, et qui est en train de vider ses poches et de s'apercevoir qu'ils sont vides. Bon, là aussi, on peut interpréter cette image comme bonjour, mais enfin bon, en relation avec les autres éléments. Haussmann là-dessus n'a pas donné d'indication, il a dit simplement à peu près comment, dans ses mémoires des années 50, comment il avait fait. Hein, il disait, en gros, j'ai fait ça assez automatiquement, assez rapidement, enfin bon, en même temps, c'est toujours très ajusté. Hein. Les objets sont à la fois soit sont juxtaposés les uns par rapport aux autres, ou bien débordent sciemment pour empiéter. Hein. Il y a des empiètements de Haussmann qui sont très bons. Alors, c'est un discours sur la machine. Hein. Il va faire beaucoup de... Et les autres, Hausenbeck aussi, ne sont pas contre la machine. Hein. Ils prônent l'esthétique de la machine d'une façon presque futuriste, hein, on pourrait dire. Ils sont assez proches des futuristes. Ils ne sont pas contre la machine, mais plutôt pour la machine. Mais cette machine, eh bien, s'étend, si vous voulez, à la qualité humaine. L'homme est pour Haussmann et Hausenbeck, est une sorte de machine, mais qui est perfectible.
Et comme une machine, elle doit être perfectible, elle doit avoir une sorte de fonction. Et bien sûr, c'est une critique plutôt de l'humain et de l'homme, et une critique de du profil de l'homme tel qu'il est vécu à cette époque-là. Alors, bien sûr, cette métaphore de la machine, elle est utilisée par les dadaïstes berlinois pour faire une critique de l'homme, mais en même temps, ce n'est pas du tout une critique d'un homme qui sombrerait dans l'atmosphère, dans une société mécanicienne. Ce n'est pas une critique de la société de consommation ou de la société de la machine. Toujours de cette même époque, alors un photomontage qui s'intitule Elasticum. Elasticum, vous voyez, dont le nom est en fait en haut à droite, c'est une marque de pneu, hein, vraisemblablement, parce que vous avez un pneu qui est légèrement de 3/4, qui a été collé dans l'image, et puis dans ce pneu qui ressemble en même temps à un cadre, hein, il y a une image, un portrait. Je pense que c'est un portrait de Walter Serner, qui était un dadaïste zurichois. Serner, S-E-R-N-E-R. Donc, cette image de ce personnage, assez grande, et vous voyez qu'il vient empiéter, là encore, ces empiétements très... Non pas, on ne cache pas les sutures, les passages d'une image à une autre, là encore comme chez Max Ernst, mais on montre les empiétements, on montre les découpes brutes, telles quelles, à vif si je puis dire. Hein, on montre que les éléments sont hétérogènes, et là aussi, Raoul Haussmann met en avant ces antagonismes d'éléments hétérogènes entre eux pour créer justement une énergie, dit-il, particulière. Un autre pneu, vous voyez, est ici, à peu près le même nom, en tout cas du même type, on imagine extrait de la même revue, dans un autre sens, hein, et là aussi, créant une profondeur, vous voyez, tout est bien ajusté, il s'arrête dans la base inférieure de l'image et crée une sorte de perspective, et puis derrière, eh bien, différents éléments mécanomorphes, on dira, qui sont là aussi extraits de catalogues de machines ou de vous voyez, on retrouve ici une sorte de voiture ou de tracteur ou de camion de l'époque, vous voyez ici, avec l'axe et le volant, hein, et ce sont des objets que Raoul Haussmann, c'est-à-dire ce sont des sortes d'ellipses et de lignes de direction qui servent de lignes de composition, utilise très souvent, et puis parallèlement au spectateur, un cadran ici de machine, cadran de vitesse ou de pression, il y a une machine, voilà. Alors, pardon. Ici, on reconnaît ce qu'utilise Haussmann bien souvent, eh bien, ce sont des lettres qui viennent en superposition et qui sont des lettres de poèmes affiches, de poèmes phonétiques, octophonétiques. C'est-à-dire, vous savez, je vous en avais fait écouter la dernière fois, ce sont des poèmes qui mettent en avant les consonnes et la lettre, hein, ce sont même plus des syllabes, et ce sont des poèmes donc, que récités en public, bien souvent Raoul Haussmann, qui sont des sortes de machines à faire des bruits, non plus de syllabes, mais des bruits corporels tout à fait étonnants. Et puis il faut noter, bien sûr, la référence, là encore, avec référence scatologique, hein, avec, vous voyez, les dadaïstes Picabia, alors c'est Pipi Cavia, Pipi Cavia, là c'est Popo Cavia, donc c'est une sorte de, à un moment donné, ils se sont
on produit comme ça des références un peu scatologiques en jouant comme des enfants, une espèce de révélation, et merde. Hein. Là, il y a une référence à la langue française, mais sûrement à Picabia qui est dadaïste français, qui avait notamment travaillé avec Duchamp par ailleurs. Et là aussi des éléments de poèmes, vous voyez, avec ici une photo d'un dadaïste berlinois qui est moins connu que les autres, mais qui faisait de la danse. Donc c'était le dada danseur, hein, il s'est surnommé comme ça. Il a un chapeau melon, vous voyez, il a son visage ici. Et c'est qui là, le dada danseur là? Le dada danseur, attendez, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je vous dirai, j'ai oublié. C'est quelqu'un qui était très discret, hein, beaucoup plus discret que les autres, et voilà, qui a peu intervenu dans le... Voilà, ici, vous voyez, on a une référence à harpe, hein, ici, on a harpe popo, alors là encore, vous voyez, une régression un peu scatologique, harpe popo, Picabia, donc toujours pareil, on a des références aux autres dadaïstes, donc c'est une sorte, toujours pareil, de portrait de groupe, là encore. Ce sont des publicités en même temps, hein, des images, on pourrait dire presque de propagande dada, ces photomontages. Et Elasticum, c'est pas non plus anodin, parce que Welsenbeck, dans ses textes, eh bien, prône une élasticité proprement dadaïste. Élasticité dadaïste, c'est-à-dire que l'homme doit devenir élastique, c'est-à-dire s'adapter au mouvement de la vie, au mouvement des choses, et non pas appliquer une morale qui viendrait d'ailleurs, mais s'adapter. L'élasticité, c'est l'adaptation, une sorte d'adaptation réactive, très réactive, pas une réaction, très réactive, adaptative, hein, quelque chose, une souplesse qui permet aux dadaïstes de jongler, hein, et de se transformer aussi, de faire des pirouettes. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'élasticité, c'est le modèle précisément, on revient au modèle du danseur ou de l'équilibriste. Et l'homme idéal selon Welsenbeck, le dadaïste idéal, c'est celui qui sait justement retomber sur ses pieds après avoir, si vous voulez, pris des risques, hein, en quelque sorte, et jouer même de sa vie. Et il y a toute là aussi une approche. Alors, cette sculpture de Raoul Haussmann, qui est à Beaubourg, j'ai toujours son titre, c'est vieux, excusez-moi. Vous devez connaître cette... Pardon? Tête? Tête construite? Oui, non, c'est ça, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. Attendez. Tête mécanique. Je vais retrouver. C'est la sculpture qu'on connaît de Raoul Haussmann parce qu'elle est à Beaubourg. Hein, c'est une sculpture qui est à... excusez-moi, je vais retomber dessus. Comme ça, voilà, tête mécanique. Ou l'esprit de notre temps, voilà, c'est ça. Tête mécanique ou l'esprit, deuxième titre, l'esprit de notre temps. Alors, donc il se trouve à Beaubourg, hein, fait partie de la collection du musée d'art moderne de Beaubourg, et vous pouvez la voir à Paris, donc à Beaubourg. C'est
une des rares sculptures qui reste de Raoul Haussmann. Raoul Haussmann a fait d'autres sculptures, des reliefs, etc., qui ont été détruits. Celle-ci reste. Alors, c'est un assemblage. C'est un assemblage, l'équivalent des photomontages mais en sculpture. Et ici, ce sont des objets existants qui ont été assemblés entre eux. La tête, c'est une tête, ce qu'on appelle une marotte. Une marotte, c'est une tête pour les apprentis coiffeurs à l'origine. Après, c'est devenu la marotte, c'est quand on a quelque chose, un loisir qu'on aime bien, une marotte ou une spécialité, c'est sa marotte, on dit. Comme on dit d'ailleurs, c'est son dada. Vous voyez, une sorte de jeu. Haussmann connaissait le français un petit peu et jouait avec les langues. Mais voilà, donc c'est une tête de coiffeur, enfin d'apprenti coiffeur, qu'il récupère, c'est pas très très grand. Et sur cette tête, il adapte d'autres objets, comme un porte-monnaie en cuir sur la gauche, ici, un ruban, un mètre à ruban, utilisé par les tailleurs, une règle graduée ici, là, une sorte de curseur d'appareil photo, quelque chose qu'on tournait pour faire bouger l'objectif. Là, une étiquette avec le chiffre 22 dessus, et puis au-dessus de la tête, un petit verre qui est télescopique et qui servait à boire, ça se dépliait, et c'était un objet de l'armée que les militaires, que les soldats transportaient sur eux. Alors, là aussi, donc, on voit très bien le porte-monnaie. Alors, il y a une boîte aussi, une sorte de boîte ici qui est ouverte. Donc, la boîte ouverte reliée au porte-monnaie. Et puis, la règle, cette règle ici, avec les éléments là, de l'appareil photo, enfin d'un appareil photographique, d'un curseur. Voilà. Donc, ce qu'on retrouve dans cette sculpture, eh bien, ce sont là aussi une préoccupation liée à la tête et à l'esprit, au fond, qui est à l'intérieur. L'esprit, le fonctionnement du cerveau, vous voyez, c'est l'intérêt récurrent chez Raoul Haussmann, l'homme tel qu'il fonctionne dans son esprit, dans son cerveau, et ces objets qui sont accumulés, collés sur sa tête, eh bien, sont des objets qui créent une sorte, bien sûr, d'assemblage hétéroclite, mais en même temps, ces objets en tant que tels se voient en tant qu'objet. On n'est pas dans une transformation de l'objet en autre chose. On voit toujours l'origine de l'objet, c'est-à-dire un porte-monnaie déplié, qui vient recouvrir en même temps, qui sert à peu près presque à recouvrir une partie de l'oreille et une partie du crâne, qui est ouvert, qui est déplié. L'autre oreille ici est recouverte de cet assemblage, là aussi d'une règle et d'un curseur, là aussi sont des objets dont on voit la source ailleurs, mais ces objets sont désolidarisés de leur fonction initiale et mis dans un autre contexte. Donc on est toujours dans le caractère hétéroclite, hétérogène, qui est montré tel quel, qui est laissé visible. C'est-à-dire que les différences des objets qui sont réinitialisés ou redéfinis, dédéfinis et redéfinis dans un nouveau contexte, eh bien, on voit en même temps le passage de ces objets, leur source et en quelque sorte leur usage dans la sculpture. Ça veut dire que, là encore, on est dans la même esthétique que le photomontage, c'est-à-dire de contraste, de positions contrastées, dont le sens dans l'interprétation est ouvert. On peut interpréter ça, bien sûr, de façon tout à fait différente. Ce qui revient souvent dans
les sculptures, enfin, les représentations de l'homme chez Haussmann, vous voyez qu'en parenthèse, n'est pas du tout un artiste abstrait, hein, on pourrait placer dans la figuration, eh bien c'est les mensurations, hein, c'est la mesure. La mesure, c'est quelque chose. Vous voulez faire un arrêt, non? C'est ça? Oui? 11h30, il faut peut-être mieux finir un peu plus tôt. Alors 5 minutes, hein, 5 minutes. Parce que comme j'ai pris du temps tout à l'heure, bon, 5 minutes d'arrêt, et après on finit ça. Voilà, alors donc, en ce qui concerne l'interprétation de ces sculptures, de ces objets, hein, il y a une relative ouverture, si on peut dire, un passage à faire entre ces différents objets, sachant que Raoul Haussmann est toujours entre l'intention et une forme de spontanéité. Mais lorsque nous sommes spectateurs, bien sûr, eh bien, nous devons au moins émettre une analyse et une interprétation, en tout cas possible, hein, éventuelle, un sens de lecture à ce genre d'objet. Hein, donc, bien sûr, ces sens de lecture sont multiples, mais il faut avant tout décrire, hein, ces images, peut-être analyser ces objets qui sont d'abord leur nature et ensuite leur position. Quand on a, par exemple, des éléments comme cette règle graduée, cet élément aussi de mètre à ruban, hein, qui lui est souple, qui vient s'adapter sur le crâne et qui vient mesurer en quelque sorte la boîte crânienne comme un élément anatomique, hein, quelque part, ça fait penser aux sculptures et aux images anatomiques et médicales. Bien sûr, c'est en référence à la définition de l'homme et qui intéresse Haussmann. Comment est fait l'homme et comment fonctionne-t-il? Bien sûr, il y a aussi à la fois de la description et de l'analyse. Et de l'analyse ironique, de la critique. Comment est-ce qu'on peut lire, par exemple, un verre qui est au-dessus de la tête, un verre qui, de toute évidence, n'est pas un verre à boire de l'eau, mais plutôt un verre à boire de l'alcool, hein, c'est des petits verres qui sont dépliables. Ce sont des petits verres que les soldats, notamment ceux de la guerre 14, puisque nous sommes sortis juste de la guerre 14 à cette époque-là, avaient dans les tranchées, enfin avaient dans leur parka, si vous voulez, et leur permettait sûrement de boire un coup avant de monter au front. Bon, donc dans tous ces objets, par nature, il y a une critique, et l'objet qui est posé sur la tête, hein, comme si la tête était un socle, on peut aussi l'interpréter, cet objet-là, par rapport à sa fonction de départ et par rapport à sa situation. Mais ce sont des interprétations ouvertes, hein, ouvertes dans la mesure où, au départ,
Haussmann n'a pas, si vous voulez, l'intention de porter un message précis. Nous sommes dans quelque chose d'ouvert, au sens où Umberto Eco dirait l'œuvre ouverte. Vous voyez, alors, le porte-monnaie, il est à la fois, je prends un autre exemple, il est à la fois, vous voyez comme ici, une sorte de coiffe presque, si vous voulez, peut-être quand on le voit sur cette image-là, et puis en même temps on voit que c'est un porte-monnaie déplié, vide, on retrouve encore cette idée peut-être liée au porte-monnaie, c'est-à-dire à l'argent, à la fortune, à l'utilisation de... mais aussi un porte-monnaie en cuir qui exprime une sorte de peau sur cette tête. Donc il y a, lié à la nature de l'objet et à leur situation créée par Haussmann, eh bien, on dirait une sorte de désignification de l'objet et de resignification de l'objet. Vous voyez, par les objets, eh bien, sans y toucher véritablement, mais dans leur assemblage, eh bien, il donne une autre sémantique, un autre sens à ces objets en les disposant. Pareil, exemple, le curseur, on dirait presque des écouteurs, ou une sorte de... La règle, telle qu'elle est placée, eh bien, sur l'oreille, on va faire penser à une sorte d'antenne qui capte, ou qui émet, peu importe, qui capte des ondes, etc. Bon, et ça fait penser peut-être déjà préfigurer les casques à audition, ou bien les casques de perception d'ondes, etc. Bon, le sujet, enfin le titre, c'est l'esprit de notre temps, tête mécanique ou l'esprit de notre temps. Donc vous voyez, il y a toujours cette préoccupation récurrente chez Haussmann entre la technique, la mécanique, la machine, la technique, les objets, j'allais dire presque les prothèses, parce que si vous regardez ce visage, cette tête en bois, manipulée d'ailleurs par des artisans coiffeurs, par des Maroc, eh bien, ces objets ressemblent à des prothèses, une sorte d'objets en plus qui viennent s'adapter. Voilà. Donc, ils ont perdu leur sens pour en retrouver un autre, et ce passage absolument sémantique, cette traversée sémantique est visible chez Haussmann, toujours. On voit à la fois le départ, la source, l'origine de l'objet, et en même temps sa transformation. On est sur un travail du sens qui n'est pas loin de Marcel Duchamp, mais pas avec les mêmes moyens. Bon, ça c'était les poèmes que je vous avais montrés. Voilà. Alors je voulais passer à la dernière, à cet événement, il reste quelques images justement, de la foire internationale Dada, qui a lieu à Berlin en juin 1920. Foire internationale Dada. Alors voici, il reste 2 ou 3 images, 3, 4 même, alors, du vernissage notamment, un vernissage, le vernissage où l'on voit finalement les artistes qui sont là. C'est assez intéressant au niveau documentaire déjà, le document. Et puis ça nous indique, par exemple cette photo, bon déjà, vous voyez, alors les personnages, ici on a Anna Hösch. Anna Hösch était la compagne de Raoul Haussmann qui est ici. Vous voyez, il a un petit chapeau, voilà, il est ici Raoul Haussmann. Et puis le monsieur qui a prêté la galerie, qui est propriétaire de la galerie, c'est ce monsieur-là, qui est un docteur de son état. Ici, on a le dadaïste John Herzfeld. Là, c'est
Rudolf Schlichter. Alors, Rudolf Schlichter, moins connu, mais c'est lui qui va être l'auteur de cette sculpture de plafond, hein, qui est en fait un militaire, un officier prussien avec une tête de cochon accrochée au plafond. Et voilà. Avec Oldfield, je crois, c'est lui, c'est Schlichter qui va. Elle va poser beaucoup de problèmes parce qu'il va y avoir un procès de l'armée contre cette sculpture blasphématoire, enfin, contre l'armée. À l'époque, on ne plaisante pas, bien entendu. Ici, j'ai oublié son nom, c'est un architecte qui va ensuite émigrer en. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Il va émigrer ensuite aux États-Unis. Bon, je suis désolé. Et puis là, il y a Johannes Baader, qui était un autre acteur de ce dadaïsme berlinois. Ici, alors, dans c'est une salle donc, de cette foire internationale où sont accrochées diverses images. Ces images viennent à la fois de journaux dadaïstes, mais en même temps, d'autres images ressemblent à des affiches. Ici, on a un portrait de George Gross avec des phrases comme sur les calicots, c'est des phrases dadaïstes, enfin des phrases un petit peu révolutionnaires. Il faudrait, bon, celle-là je ne vois pas trop ce que c'est, mais bon, ce sont des phrases qui font. On est dans une esthétique ici de l'affiche, donc ouvertement. Là, on est beaucoup plus dans les. Ici, c'est un tableau d'Auto-Pix, hein, vous voyez, avec une critique là aussi de l'armée et des prothèses de toutes les gueules cassées qui sont issues de la Grande Guerre. Et voilà. Donc, c'est un défilé de ces handicapés après la guerre. Et puis, vous voyez qu'on fait peu de cas de l'accrochage. On accroche tableau sur tableau, c'est-à-dire ici, c'est un tableau de Georges Gross, mais qui est accroché sur ce grand tableau d'Auto-Pix en plein dedans. Et eh bien, on a différentes images qui ne sont pas des poésies, des poèmes affiches, mais qui sont carrément des mots, des sortes de slogans, hein, comme des slogans politiques. Là, on a une sculpture qui a été faite par John Herzfeld et George Gross. Vous voyez, c'est un mannequin avec une ampoule accrochée, une ampoule électrique, et puis divers objets qui sont accrochés. Derrière, un autre photomontage, et puis cette sculpture, cette sculpture de Schlichter, qui est notée sur le catalogue Sculpture de plafond. Comment c'est son nom là, Schlichter là? Rudolf Schlichter. S-C-H-L-I-C-H-T-E-R. Schlichter. Rudolf Schlichter. Ici, on retrouve le personnage de la galerie, qui a cette galerie donc à Berlin, c'est le docteur Otto Burkhardt, hein, c'était son nom. Là, c'est Raoul Haussmann, Anna Hösch ici. Là, c'est George Gross et John Herzfeld, ceux qui ont réalisé cette sculpture et qu'on va revoir plus loin. Voilà, et là, on reconnaît Baader ici. On va un peu plus loin. Donc, vous voyez ce style d'affiche où l'on retrouve ici, ça c'est un portrait de Raoul Haussmann, un portrait photographique, hein, et puis avec, alors pour ceux qui lisent l'allemand, vous pouvez peut-être traduire, là c'est un portrait de George Gross, là c'est un portrait de John Herzfeld, hein, d'ailleurs vous voyez de sa bouche sort Gross, mais c'est le Gross, le psychiatre, hein, et puis des photomontages, ici des poupées d'Anna Hösch, il y avait l'utilisation de poupées
Alors, on reviendra là-dessus la fois prochaine. Et puis, cette photo, cette image de George Grosz à gauche et à droite John Herzfeld, qui montre un slogan qui signifie « L'art est mort hein, », die Kunst ist tot, vive le nouvel art de la machine de Tatlin. Vive le nouvel art de la machine de Tatlin. Alors, ça pourrait être, dans une première interprétation, une sorte de, comment dire, de prise de position pour la révolution russe et l'art russe, c'est sûr, hein, l'art de Tatlin. Mais derrière tout ça, il y a aussi ce discours sur la machine, l'art de la machine. Hein, c'est quelque chose de récurrent chez tous ces artistes du Berlin. Ils se servent de l'art de la machine pour critiquer la société, bien sûr, pour en faire une vision, une image ironique de l'homme, mais en même temps, il n'y a pas de critique de la machine. Hein. La machine est un moyen par lequel, justement, on fait de l'art. L'art de la machine, c'est aussi une démarche machinique de faire de l'art, c'est-à-dire faire des montages. Comme on fait des montages de machines, eh bien, on peut faire des montages, des photomontages, justement. Et l'art de la machine, c'est aussi l'évocation d'une démarche mécanique hein, permettant de faire de l'art sans faire marcher l'esprit. Une critique de l'esprit toujours, dès qu'on fait marcher l'esprit, ça ne mène nulle part, ça fait des catastrophes. Donc les dadaïstes prônent une sorte de spontanéité mécanique, déconnectée en quelque sorte de la réflexion philosophique, religieuse et de la morale. Et l'art de la machine, c'est ça, c'est un art donc qui spontané, immédiat et sans expression. Hein. N'oubliez pas l'anti-expressionnisme du positionnement de ces dadaïstes berlinois. Et ici, eh bien, on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Voilà une photo de Raoul Haussmann et de Anna Hösch qui posent devant leurs propres œuvres. Vous voyez, on reconnaît ici celle qu'on a vue tout à l'heure, Tatlin at Home, vous voyez, le voici, vous voyez, il n'est pas très grand. Tatlin at Home, le photomontage que l'on a vu tout à l'heure, et puis d'autres photomontages, et puis le slogan, l'art est mort, vive l'art de Tatlin, l'art de la machine. Voilà. Ça, c'était l'affiche qui est parue dans le dernier numéro d'Ada, l'affiche donc de l'exposition internationale d'Ada, vous voyez, première exposition d'Ada internationale, et derrière on a un montage de John Herzfeld. On y reviendra donc la fois prochaine. J'essaierai de vous rendre vos copies la fois prochaine.